On va commencer malheureusement, je le disais, par cette information, l'annonce de la mort d'un soldat israélien. Oui, effectivement, il s'agit du docteur Uri Yosef Silvester, 30 ans, de Tel Aviv, médecin de combat du bataillon Shaket au sein de la brigade Givati. Le docteur Silvester a été tué hier par un drone offensif dans la région du Beaufort. Que son souvenir soit béni. Au cours de ce même accrochage, 7 officiers, dont un commandant du bataillon de Rotem de la brigade Givati, a été blessé. 7 soldats et officiers ont été blessés plus ou moins sérieusement et hospitalisés. Et puis il faut également mentionner la mort avant-hier d'un autre soldat, le sergent-chef Adam Tsarfati, 20 ans, de Rosh Haïn, combattant de l'unité d'élite Maglan. Oui, effectivement, le sergent-chef Adam Tsarfati a lui aussi été tué par un drone explosif. Des centaines de personnes l'ont conduit hier vers sa dernière demeure dans le cimetière militaire de Rosh Haïn. De même, hier se sont tenues les obsèques du sergent-chef Michael Tioukin dans le cimetière militaire d'Ashkelon. Des milliers de personnes y ont assisté. Israël, on le constate, paie le prix le plus lourd dans sa guerre actuelle contre le Hezbollah au sud-Liban. Et puis durant la nuit, les tirs de missiles et de drones du Hezbollah se sont poursuivis en direction des localités du nord d'Israël. Oui, et ce en dépit des déclarations du président américain Donald Trump, qui a affirmé hier soir qu'il avait eu, je cite, une excellente conversation avec le Hezbollah via de hauts diplomates, et que le mouvement terroriste chiite s'était engagé à cesser de bombarder les localités du nord d'Israël. Au total, 20 roquettes ont été tirées en direction de la vallée de la Choula au sud de Kiryat Shmona. Il n'y a eu fort heureusement pas de blessés, mais des dégâts. Il y a eu des alertes également en Galilée occidentale de crainte d'intrusion de drones offensifs du mouvement terroriste. Le président Donald Trump a affirmé qu'il a parlé, lui, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il a convenu avec lui qu'il n'y aura pas de forces israéliennes qui attaqueront à Beyrouth. Oui, mais Benjamin Netanyahou lui affirme que lors de cette conversation, il a dit au président américain que si le Hezbollah continue à frapper des localités israéliennes dans le nord, Tsahal frappera malgré tout à Beyrouth. Le Premier ministre a souligné que Tsahal allait continuer à combattre au sud-Liban. Ceci étant, des médias américains et même des médias israéliens font état ce matin d'une conversation téléphonique très dure entre les deux leaders. Donald Trump aurait tout simplement engueulé Benjamin Netanyahou. Il lui aurait même lancé « Vous êtes complètement dingue, sans moi vous seriez en prison, tout le monde vous déteste et déteste Israël, vous êtes un ingrat ». Donald Trump aurait ainsi réagi parce qu'il craignait d'une certaine manière qu'une opération israélienne à Beyrouth contre la Daria, contre le quartier général des forces du Hezbollah, fasse voler en éclats les pourparlers avec les Iraniens. Et c'est dans ce contexte tendu que le nouveau chef du Mossad, Roman Goffman, prendra aujourd'hui officiellement ses fonctions. Oui, cette prise de fonction a été rendue possible après que la Cour suprême ait repoussé les nouveaux recours déposés contre la nomination de Goffman. La Cour a même sévèrement critiqué l'attitude de la conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav-Miara, pour avoir tenté à nouveau d'invalider la nomination du général Goffman. Hier, une cérémonie de départ de Dedi Barnea, le chef du Mossad sortant, s'est tenue au sein de l'état-major du Mossad en présence du président de l'État et du Premier ministre. Le président Herzog a vanté les mérites de Dedi Barnea pour avoir conduit le Mossad dans cette période de guerre et pour avoir impressionner le monde par les prestations de ses agents. La Knesset, le Parlement israélien, a voté durant la nuit en première lecture, Daniel, sa dissolution. 106 députés ont voté en faveur de cette dissolution. Désormais, le projet de loi doit être étudié en commission de la Knesset avant d'être voté probablement la semaine prochaine en seconde et troisième lecture, ce qui marquera de facto la fin de cette Knesset et le début de la campagne électorale en perspective d'élections qui devrait se tenir en septembre ou en octobre. Et puis la Knesset a également voté en faveur d'une loi importante sur la séparation des fonctions du conseiller juridique du gouvernement. Oui, 65 députés ont voté en faveur de ce projet de loi, 47 y sont opposés. La loi prévoit de diviser les fonctions et les prérogatives du conseiller juridique du gouvernement en deux. D'une part, la fonction de conseiller juridique et de l'autre, la fonction de procureur général, car il y a d'une certaine manière une forme de contradiction dans le fait de rassembler ces deux fonctions. Un point important, désormais, le conseiller juridique sera nommé par un gouvernement et il démissionnera lorsque ce gouvernement aura également démissionné. Et puis rapidement, pour terminer, des milliers de manifestants ultra-orthodoxes ont bloqué hier des parties importantes du centre du pays. Oui, ces manifestants protestaient contre l'arrestation de déserteurs orthodoxes. Ils ont bloqué des routes et même des voies ferrées, provoquant un véritable chaos à Tel Aviv et à Jérusalem. Et dans la capitale, il faut le souligner, ces extrémistes ont même osé violemment secouer le véhicule d'une officier de police, Valérie Chouchan, qui est mère endeuillée puisque son fils est tombé au combat en décembre 23 à Gaza. Finalement, la police a réussi à disperser les manifestants.
Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Alors, on l'a tous remarqué, les soldats israéliens, des officiers de l'armée israélienne tombent au combat dans la zone de sécurité au sud du Liban, et on se dit qu'ils tombent au combat, mais on le voit, ils combattent contre des drones offensifs, contre des drones explosifs du Hezbollah. Et la première question que l'on se pose, bien entendu, après la mort de 3 soldats en 48 heures, 72 heures, c'est est-ce qu'il y a une réponse de l'armée israélienne à ces drones ? Il y a effectivement une menace qui est due à ces drones à fibre optique qui possèdent donc avec eux dans leur vol des bombes ou des obus qui explosent de manière extrêmement précise contre des objectifs qui sont ciblés par les terroristes du Hezbollah. Alors où nous parlons, nous avons différentes réponses, mais elles ne sont pas encore suffisantes pour véritablement être la réponse pour empêcher ce type d'attaque qui effectivement fait beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Encore hier, le docteur Maurice Sylvester, Zichrono Livracha, du bataillon de Givati, capitaine, et d'autres ont été blessés très grièvement. Effectivement, c'est une situation très compliquée à laquelle nous faisons face, et nous travaillons d'arrache-pied pour trouver la parade à ce type d'attaque. Comment on explique que l'armée israélienne, qui a tellement de capacités, qui les a prouvées au cours des 2 dernières années, à, par exemple, on va dire, intercepter toute forme de missile, eh bien, ne parvient pas à intercepter ou à détruire ces drones avant qu'ils ne frappent ? Il y a, de manière paradoxale, une difficulté plus grande à intercepter, voire à détruire des éléments offensifs qui sont plus simples lorsqu'il y a moins d'électronique ou moins d'éléments technologiques pour l'interception, voire la destruction avant d'être touché. Mais encore une fois, sans entrer dans les détails, les industries militaires israéliennes, de la défense en tête, sont en train de travailler pour trouver une solution à cette menace. Alors, l'armée israélienne, on le voit, a franchi le fleuve Litanie, elle est passée au nord du Litanie, elle a conquis le Beaufort, et d'une certaine manière, on a un peu un sentiment de déjà-vu. Qu'est-ce qui fait, Olivier, aujourd'hui que ce qui se passe actuellement sera différent de ce qui s'est passé, on va dire, en 1982, il y a longtemps, lors de la première guerre du Liban, lorsque Tsahal a déjà conquis toutes ces zones pour, à l'époque, lutter contre l'OLP? D'abord, il n'y a pas ici d'invasion du Liban, comme le disent nos détracteurs ou ceux qui critiquent Israël. Il y a ici une opération de grande envergure, effectivement, de protection et de défense de la frontière nord d'Israël, des villages et des villes le long de la frontière qui sont, comme vous le savez, sous la menace et les attaques de missiles et de drones du Hezbollah depuis maintenant, surtout le 2 mars, depuis la fin de l'ancien, entre guillemets, l'ancien cessez-le-feu. Et cette opération, avec 5 divisions à l'intérieur du sud Liban, a pour but véritablement de détruire et surtout d'éloigner la menace de missiles anti-chars, ce qu'on appelle la Iyum Nuntet, de la frontière nord d'Israël. Une opération, encore une fois, de grande envergure, une opération défensive, une opération qui est soumise évidemment à la décision de l'échelon politique. Tsahal ici travaille et agit sous la directive politique, et comme vous voyez, sans entrer dans les détails, hier soir, il y a eu des pressions importantes et des éléments qui ont fait que des décisions qui avaient été prises ou qui devaient être prises n'ont pas été prises parce qu'il y a, encore une fois, tout un ensemble de décisions et de considérations politiques en Israël et également avec nos alliés. Pour aller plus loin dans cette réflexion, c'est-à-dire l'armée israélienne aurait voulu pouvoir attaquer même à Beyrouth pour au moins dissuader ou pour neutraliser, on va dire, la direction du Hezbollah? L'armée ne veut pas des choses de manière indépendante. L'armée propose des options, propose des plans, c'est son travail, son but, et c'est l'échelon politique qui décide, le ministre de la Défense et le Premier ministre. L'armée aujourd'hui, encore une fois, est dans une opération très compliquée, très complexe. D'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, de cette menace de drones offensifs qui, alors nous parlons, font des dégâts et font même des ravages dans nos forces, puisqu'on a
15 morts depuis le début de cette opération, depuis la fin du cessez-le-feu, et des dizaines de blessés, dont des blessés très graves. D'ailleurs, je voudrais transmettre aux familles des blessés un prompt établissement, évidemment, aux familles des soldats qui ont été tués, nos condoléances, évidemment. Mais cette opération est compliquée parce qu'elle se passe aussi en territoire urbain. Le Hezbollah, comme le Hamas, se cache parmi les civils, dans des villages, parmi des maisons. Et le but de Tzahal ici n'est pas d'attaquer le Liban, ni de faire la guerre aux Libanais, en aucun cas, mais de détruire le Hezbollah. Et vous voyez que le Hezbollah est toujours en train de se cacher, en train d'utiliser même des églises, on l'a vu il y a une semaine. Nous voyons également qu'il y a une relation très forte entre l'Iran des Mollahs et le Hezbollah, qui depuis des années est financé, est organisé, est dirigé en fait via des éléments iraniens en territoire libanais par le régime des Mollahs et en particulier par les gardiens de la révolution. Je voudrais me faire l'écho d'un éditorial qui est paru ce matin dans la presse israélienne, dans l'Yediot Aharonot de Sever Ploutsker, qui dit que finalement, nous sommes en train peut-être de retomber dans un nouveau concept qui nous accompagne depuis de nombreuses années, qui est celui de la conquête de territoire pour essayer de repousser une menace, ou même des bombardements systématiques ou de bombardements ciblés de responsables terroristes, et que finalement, ça n'a quasiment aucun effet sur nos ennemis, c'est-à-dire détruire la tête du Hezbollah n'a fait qu'amener d'autres leaders et n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce que vous répondez à cela sur le plan militaire ? Est-ce qu'il y a une véritable solution militaire à cette situation ? D'abord, sur le plan militaire, stricto sensu, le Hezbollah est extrêmement affaibli. Je l'avais dit, nous avons éliminé les têtes. N'oublions pas Hassan Nasrallah, l'opération des Beepers. Des milliers de membres du Hezbollah ont été éliminés. Il y a aujourd'hui un affaiblissement du Hezbollah et surtout le fait qu'il n'y ait plus cette chaîne, cette chaîne de logistique, cette chaîne d'assistance entre l'Iran des Mollahs et le Hezbollah, en tout cas pas comme dans le passé, fait qu'on a affaire à un Hezbollah beaucoup plus faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dangereux. Il reste extrêmement dangereux, on le voit, à la fois contre Tzahal, mais également à l'intérieur de l'État libanais, puisque nous voyons qu'il menace l'État libanais lui-même, le gouvernement libanais, lorsque les Libanais veulent entreprendre des négociations avec l'État d'Israël. On parle de ces contacts et ces rencontres qui d'ailleurs ont lieu de nouveau aujourd'hui à Washington. Et donc, il se permet d'attaquer, d'entraîner le Liban dans des aventures militaires qui ne sont pas celles du Liban, mais celles de l'Iran, et de menacer un gouvernement libanais qui craint, en fait, que le Hezbollah attaque, voire élimine, tue des membres du gouvernement libanais. Donc, on a affaire à quelque chose qui est affaibli, et quelque chose qui reste extrêmement dangereux, parce que la raison d'être du Hezbollah est d'être en guerre, et de faire la guerre. C'est sa raison d'être. Sans la guerre, sans l'ennemi de ce côté qui est Israël, puisqu'il y a le combat, entre guillemets, pour libérer le Liban, ce qui est absolument ridicule et aberrant, eh bien le Hezbollah n'aurait aucune raison d'exister. C'est sa raison d'être. Et donc il ne veut pas perdre cette raison d'être, qui lui amène de l'argent, beaucoup de soutien, et je parle de l'Iran évidemment, et donc il ne peut faire que la guerre. Et nous, dans cette opération-là, vous avez raison, elle n'est pas nouvelle. C'est une nouvelle opération. De nouveau, nous sommes en territoire libanais contre le Hezbollah. Et nous ne sommes pas encore arrivés à nos fins, mais encore une fois, nous avons affaire à un Hezbollah extrêmement affaibli. Ce n'est pas le même du tout que nous avons rencontré le 8 octobre. Ça veut dire, sur le fond, on est condamné à vivre sur notre glaive, comme le dit la formule ? Vous savez, Daniel, si vous me demandez est-ce que la paix demain arrivera et que nos ennemis seront tous éliminés et que tout ira bien, la réponse est non. Nos ennemis sont là, il y a des intérêts politiques comme par exemple la raison d'être de la République islamique d'Iran, de s'opposer aux accords d'Abraham, de s'opposer à Israël, de vouloir détruire Israël, de courir à la bombe atomique,
pour sanctuariser un régime de mort, d'utiliser des proxys, c'est-à-dire des supplétifs comme le Hezbollah, comme le Hamas, comme le djihad islamique palestinien, comme les Houthis ou comme les milices pro-iraniennes chiites en Irak contre les intérêts de la région, tout ça réuni est un fait aujourd'hui. La guerre qui a eu lieu en février 2026 avec l'action conjointe américaine-israélienne était aussi là pour changer radicalement la situation. L'Iran des Mollahs n'est plus non plus la même Iran des Mollahs qu'elle l'était avant cette guerre. Le Hezbollah n'est pas le même. Le Hamas est également affaibli, heureusement d'ailleurs, après ce que Tzahal a fait contre le Hamas depuis le 7 octobre 2023. Mais malheureusement, quand nous avons des morts, des blessés, et nous devons rester extrêmement vigilants parce que notre ennemi, qui est l'Iran et ses supplétifs, et tous ces groupes terroristes, ces armées terroristes, n'ont pas cessé de toujours vouloir attaquer Israël, la fin d'Israël. Et effectivement, nous devons rester extrêmement forts, extrêmement vigilants, et absolument pas du tout penser que cela est terminé. Cela n'est pas terminé, cela, je pense, ne sera jamais terminé. Alors, une question, puisque aujourd'hui, le général Roman Goffman, qui est un pur produit de l'armée israélienne, devient le chef du Mossad israélien. On n'a pas l'occasion, nous, d'interviewer des agents du Mossad ou des officiers du Mossad israélien. Donc, je profite de vous avoir pour essayer de mieux comprendre quel est le type de coopération. Comment travaille ensemble l'armée israélienne avec le Mossad? Est-ce que c'est une coopération au quotidien? Il y a c'est-à-dire, les deux forces sont imbriquées les unes dans les autres, surtout, par exemple, dans des combats contre l'Iran en particulier? Ce que je peux vous dire très brièvement, c'est que l'État d'Israël possède un service de renseignement extérieur parmi les meilleurs au monde, un service de sécurité intérieure parmi les meilleurs au monde, et une armée parmi les meilleurs au monde. Mais il faut rester dans la plus grande humilité, parce que nos ennemis essayent à chaque fois de trouver des nouvelles formules pour nous attaquer. Et je crois que le 7 octobre 2023, l'échec colossal qui a eu lieu ce jour-là au sein de l'armée israélienne, au sein du Shin Bet entre autres, mais également d'autres éléments, prouve qu'il faut rester extrêmement humble lorsque nous parlons de sécurité. Nous devons être toujours sur nos gardes et jamais ne penser que les choses sont à sous-estimer. Et pour ce qui est de votre question, le Mossad, Tzahal et le Shin Bet évidemment travaillent de manière conjointe lorsqu'il y a des éléments qui rallient les trois forces, ces trois éléments. Et nous sommes aujourd'hui un pays toujours en guerre, face à des ennemis extrêmement dangereux, je répète. Et il faut enlever les bruits, enlever tout ce qui est en dehors de tout cela. Et nous devons être conscients des problèmes et donc avoir les meilleurs services de renseignement du monde, que ce soit au niveau extérieur et intérieur. Et encore une fois, permettez-moi de vous dire que ce qui s'est passé durant la guerre contre le régime des Mollahs et le Hezbollah, entre autres, a montré, je dirais, une capacité opérationnelle et un renseignement tactique et micro-tactique sans précédent des services de renseignement, en particulier du Mossad. Et nous saluons évidemment, et je salue personnellement, l'entrée en charge du nouveau chef du Mossad, et évidemment nous lui souhaitons Be'atzlacha face à tous ces défis auxquels Israël fait face, puisque nous parlons ici de défis de l'État d'Israël, et non pas seulement de telle ou telle organisation militaire, sécuritaire ou autre. Alors une dernière question, je tente ma chance, je ne suis pas certain que vous pourrez répondre, que vous avez la capacité de répondre en termes de prérogatives de porte-parole de Tzahal, mais vous le savez, la France a interdit aux compagnies israéliennes d'exposer lors du salon sur l'industrie militaire Eurosatori. Vous avez une réaction à ce sujet, à cette décision de la France? Vous avez une explication? Je peux vous dire que c'est une très triste nouvelle.
elle rentre malheureusement dans le cadre de relations qui ne vont pas dans la bonne direction depuis plusieurs mois, même plus longtemps que cela. Et Israël reste une puissance militaire industrielle. Et je crois que dans ce type pas de conférence, mais d'exposition internationale, ceux qui n'invitent pas Israël pour des raisons politiques commettent une grave erreur, puisqu'ils empêchent des visiteurs du monde entier de voir peut-être ce qu'il y a de meilleur au niveau industriel et au niveau militaire pour la défense du monde libre entre autres. Et cette décision est une décision extrêmement triste. Et je ne voudrais pas aller au-delà de cela. On l'a bien compris. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir accepté de réagir, de répondre à nos questions, donc, pour parler essentiellement ce matin de la situation au Sud-Liban. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous. Bonne continuation. À bientôt. Merci. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une révolution qui se déroule en Israël, une révolution qui touche chacun d'entre nous, l'intelligence artificielle au service de notre santé. Oubliez les films de science-fiction, ici, l'IA est une réalité qui sauve des vies et transforme la médecine de manière spectaculaire. Le géant israélien de la santé, Clalit Health Services, est à l'avant-garde de cette transformation. Leur système AI Pro est tout simplement incroyable. Il analyse chaque nuit des millions de dossiers médicaux. Son but, identifier les traitements les plus efficaces, les plus personnalisés pour chaque patient. C'est une médecine prédictive et proactive qui anticipe les problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. Imaginez 200 000 recommandations par mois, validées par des médecins, pour vous protéger et vous soigner au mieux. C'est une surveillance constante, une protection invisible, mais d'une efficacité redoutable. Israël, pour cela, a un atout majeur, une centralisation des données médicales sans équivalent, un véritable trésor qui permet à l'IA d'apprendre, de s'affiner et de devenir un outil d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'innovation qui change tout. Mais l'IA ne s'arrête pas là, elle révolutionne des domaines cruciaux comme la radiologie. Des entreprises israéliennes comme iDoc sont en train de changer la donne. Leurs algorithmes analysent les scanners et les IRM à une vitesse fulgurante, détectant des anomalies critiques comme les AVC ou les embolies pulmonaires en un temps record. Cela signifie des diagnostics plus rapides, des traitements plus précoces et potentiellement des vies sauvées. iDoc ne remplace pas le radiologue, il le rend juste surhumain, lui permettant de se concentrer sur l'essentiel et d'agir avec une efficacité inégalée. Et que dire de Nanox? Cette entreprise utilise l'IA pour la médecine préventive, analysant des scanners de routine pour déceler des signes de maladies chroniques que nous ignorons jusqu'à présent. Pensez aux maladies cardiaques, hépatiques ou osseuses. Leur solution cardiaque peut détecter, par exemple, la calcification des artères coronaires, un signe avant-coureur majeur de problèmes cardiaques futurs, bien avant que les symptômes n'apparaissent. C'est une véritable révolution qui permet d'intervenir tôt, de prévenir des drames et d'offrir surtout une meilleure qualité de vie à des millions de personnes. En médecine préventive toujours, l'IA nous offre un suivi à distance d'une précision inédite. Des dispositifs connectés, comme le patch intelligent de Biobit, qui surveille votre tension artérielle en continu, ou les solutions de TytoCare, pour des examens à domicile, envoient des données en temps réel. L'IA analyse ces informations pour donner à votre médecin une vision complète et actualisée de votre santé. Fini les attentes, fini les déplacements inutiles, c'est la médecine qui vient à vous, plus rapide, plus efficace, plus humaine. L'objectif est clair, l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour le sublimer. Elle libère les soignants des tâches répétitives, leur permettant de consacrer leur énergie et leur empathie à ce qui compte le plus, vous, le patient. L'intelligence artificielle en Israël n'est pas une simple innovation, c'est une promesse tenue, celle d'une médecine plus intelligente, plus humaine et qui nous donne les moyens de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.
Et nous allons commencer ce matin cette revue de la presse israélienne par deux photos qui figurent en première page de tous les quotidiens israéliens que l'on retrouve également en évidence dans les sites d'information. Ces deux photos, ce sont celles des deux soldats qui sont tombés au combat au sud Liban au cours des 2 derniers jours. Il s'agit du sergent-chef Adam Sarfati, 20 ans, de Rosh Haïn, combattant dans l'unité d'élite Maglan, et du capitaine Dr Uri Yosef Zilvester, 30 ans, de Tel Aviv. Tous les deux ont été tués par des drones explosifs tirés par le Hezbollah au sud Liban. Le Israël Hayom consacre les pages 2 et 3 à l'annonce de leur décès et aux funérailles militaires du sergent-chef Adam Sarfati et du sergent-chef Michael Tiunkin qui ont été tués la veille aussi au sud Liban, aussi également à la suite de tirs de drones explosifs de la part du Hezbollah. Et l'on voit les photos de ces 3 vaillants soldats souriants et le cœur se brise ce matin. Le Israël Hayom cite ce matin des extraits des oraisons funèbres des parents de Michael Tiunkin et d'Adam Sarfati, des paroles et des images de douleur difficilement supportables. Et puis derrière ces combats, il y a l'aspect diplomatique de l'actuelle confrontation entre Israël et le Hezbollah. Et cette fois, l'aspect diplomatique est presque aussi dramatique ou problématique que l'aspect sécuritaire. Les sites d'information israéliens se font l'écho en page d'ouverture d'une conversation particulièrement dure hier entre le président américain Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Le site N12 et celui du Maariv affirment que Trump aurait crié sur Benjamin Netanyahou. Il aurait tout simplement engueulé le Premier ministre pour avoir annoncé une attaque prochaine du quartier de la Darya à Beyrouth, qui est le bastion, vous le savez, du Hezbollah. Vous êtes complètement dingue, lui aurait dit Donald Trump. Sans moi, vous seriez déjà en prison. Vous êtes un ingrat. Alors pourquoi Trump aurait-il piqué une telle crise ? Eh bien, apparemment parce que les Iraniens auraient menacé de faire voler en éclats les pourparlers avec les Américains si Tsahal devait bombarder Beyrouth. Les sites d'information parlent de la plus difficile des conversations entre les deux hommes depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les quotidiens israéliens ont bouclé apparemment avant d'avoir pris connaissance de cette conversation téléphonique, mais ils soulignent tout de même la tension entre les deux leaders. Le Israël Hayom, lui, a choisi de titrer en manchette sur des propos des responsables israéliens qui affirment « Parfois, il faut savoir dire non, même au président des États-Unis ». Et le Israël Hayom souligne que tant dans la coalition qu'au sein de l'opposition, on a très vivement critiqué hier l'attitude de Benjamin Netanyahou, qui a donné l'ordre hier matin à Tsahal de frapper à Beyrouth, mais qui, l'après-midi, a dû se plier donc au dictat, aux exigences de Donald Trump. Dans le Yediot Aharonot, en page 4, ce matin, un titre, Donald Trump a à nouveau stoppé une offensive israélienne. Et le journal se fait l'écho de la nouvelle équation qui semble s'installer. Le Hezbollah n'attaquera pas les localités israéliennes si Tsahal n'attaque pas Beyrouth. J'ai eu une bonne conversation avec le Hezbollah, dit Donald Trump. Ils ne tireront pas sur Israël. Mais, il y a un mais, les sites d'information indiquent que déjà dans la nuit, dans la soirée, le mouvement chiite a violé cet arrangement et ils indiquent qu'il y a eu de nombreuses alertes dans le nord du pays, dans les localités. Et alors que les habitants du nord continuent donc à essuyer les tirs du Hezbollah, Jérusalem, le gouvernement devrait enfin voter une aide massive pour ces localités bombardées. Seul problème, eh bien, les élus locaux du nord n'ont pas été conviés au débat et ils s'élèvent contre cette décision qui ne correspond en rien à leurs besoins. Le Maariv, lui, parle en évidence d'une journée de tension diplomatique intense entre les États-Unis et Israël, et le Maariv avance des explications à la colère verte du président américain envers Benjamin Netanyahou. Selon le Maariv, qui reprend des médias étrangers, le président américain aspire à voir l'Iran signer au plus vite un accord, et parallèlement, il tente de promouvoir d'autres démarches diplomatiques régionales, entre autres comme l'entrée d'autres pays dans les accords d'Abraham, et il a craint qu'une opération israélienne à Beyrouth contre le siège du Hezbollah dans la Darya torpille toutes ces démarches. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin sur la situation dans le Nord, Sever Plutzker, qui est le rédacteur en chef économique du Yediot, parle de ce qu'il appelle le danger renfermé par la conquête de territoire. Et il écrit « L'histoire d'Israël a prouvé que la conquête de territoire ainsi que les bombardements de zones urbaines n'ont jamais impressionné et visiblement n'impressionneront jamais des terroristes comme ceux du Hezbollah et du Hamas. Et qu'Israël a choisi cette stratégie parce qu'elle est ancrée dans la perception des forces de sécurité, parce qu'elle peut aussi permettre peut-être à l'actuel gouvernement de se faire réélire aux prochaines élections. Il faut donc remercier d'une certaine manière le président Trump pour avoir décidé de mettre le holà
à ce type de comportement. Fin de citation de cet éditorial de Sever Plutzker. Les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence ce matin la décision de la Cour suprême qui a validé la nomination du général Roman Goffman au poste de patron du Mossad. Une validation in extremis, on peut le dire, puisque c'est aujourd'hui que Roman Goffman prendra officiellement ses fonctions à la tête des services secrets israéliens. Le Yediot Ahronoth, qui mentionne cette prise de fonction en première page, détaille les grands dossiers que Roman Goffman va devoir étudier dès aujourd'hui. Le plus urgent demeure encore aujourd'hui celui du nucléaire iranien, et le Yediot Ahronoth écrit « Il n'aura même pas le droit à un seul jour de grâce ». En marge, Netanel Bender du Yediot Ahronoth et Amit Segal de la chaîne 12 s'en prennent ensemble avec colère à la conseillère juridique du gouvernement qui, dans un acharnement obsessif contre cette nomination, a dépassé toutes les bornes et a porté un coup dur à la fonction qu'elle occupe mais qu'elle ne remplit pas vraiment. Le Yediot Ahronoth consacre ce matin sa manchette aux violentes manifestations des ultra-orthodoxes hier dans le centre du pays. Le Yediot parle d'anarchie hier pendant plusieurs heures. Il parle d'une protestation de très grande envergure qui a paralysé la moitié du pays. Des ultra-orthodoxes ont bloqué des routes et des voies ferrées. Ils ont empêché des ambulances de circuler, de transporter des malades et des blessés, et ont secoué vivement la voiture d'une officier de la police, Valérie Chouchan, qui a perdu son fils au combat dans la bande de Gaza en décembre 2023. Et le journal nous montre une photo impressionnante de centaines d'ultra-orthodoxes à l'entrée de Jérusalem en train de manifester donc contre l'arrestation de plusieurs orthodoxes réfractaires au service militaire. 3 heures de chaos, souligne le journal. Et enfin, dans le Yediot Ahronoth, Ben-Dror Yemini s'en prend ce matin justement aux orthodoxes qui osent manifester contre l'enrôlement dans Tsahal. Des manifestants, écrit Ben-Dror Yemini, qui osent manifester avec violence contre l'enrôlement alors que des familles israéliennes enterrent leurs enfants combattant au sud Liban. Ces orthodoxes qui continuent à frapper, qui continue à frapper encore et toujours parce qu'ils ont compris qu'il n'y a que cela qui peut leur permettre d'obtenir ce qu'ils sont en train de rechercher. Fin de citation. Nous aurons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, inutile de vous présenter, mais on va le faire quand même. Vous êtes politologue, analyste politique, vous êtes écrivain, vous avez publié, bien entendu, cet ouvrage sur la Knesset qui devient de plus en plus actuel, bien entendu, à l'approche des élections. Avec vous, je voudrais que on le voit bien. Et on va parler aussi de la soirée à laquelle vous allez participer ce soir ici dans les studios, dans les locaux de Kalita. On va y revenir, mais avant tout, je voudrais tout de même avoir votre réaction à l'information dominante, même si l'information la plus triste, c'est celle de l'annonce de la mort d'un officier de Tzahal, le docteur Sylvester. Mais je voudrais avoir votre réaction à ces développements dans les relations entre Israël et les États-Unis, entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Donald Trump aurait passé un savon à Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est finalement un retour de manivelle auquel il fallait d'une certaine manière peut-être s'attendre ? Oui, alors évidemment, c'est pas la première fois, hein, vous savez, oui. L'année dernière, avant l'accord de libération des otages à Gaza, il y avait aussi eu apparemment une conversation tendue. Je pense qu'on a tous conscience que c'est dans le caractère de Donald Trump de s'agacer à certains moments quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Effectivement, il y a des fossés importants, je pense, entre la position israélienne qui est de dire la question sur le front libanais n'est pas du tout réglée. On vient de le voir, on continue de perdre constamment des Israéliens en raison du Hezbollah. Et les Américains qui, eux, sont dans une logique d'avancer, de progresser. Vous savez que depuis le début, je pense que ce que tout le monde ne comprend pas, c'est qu'est-ce que Donald Trump est allé faire dans l'histoire iranienne, et c'est notamment faire avancer les intérêts géostratégiques américains dans la région, c'est-à-dire imposer davantage d'accords du type accord d'Abraham, augmenter les occasions commerciales pour les États-Unis, faire avancer les intérêts géostratégiques des États-Unis. Or, pour ça, il y a besoin d'avancer. Et Donald Trump veut élargir les accords d'Abraham,
créer éventuellement un accord de normalisation avec le Liban, même si ce n'est pas encore dans les cordes, mais quelque chose qui fasse progresser les relations pour faire progresser les intérêts économiques des États-Unis. Et pour l'instant, il a l'impression que Benjamin Netanyahou l'empêche d'accomplir son plan. D'où les tensions dont nous entendons parler ce matin. Alors que c'est pas obligatoirement seulement Benjamin Netanyahou qui l'empêche d'accomplir son plan. C'est-à-dire, Donald Trump veut faire rentrer par exemple les Émirats, pas les Émirats, mais l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou le Koweït dans les accords d'Abraham, mais tous ces pays ne veulent pas. On a même le sentiment, il y a des informations sur lesquelles ils sont en train de créer une sorte d'axe alternatif avec la Turquie, avec le Pakistan. Donc, c'est-à-dire, pourquoi Donald Trump s'énerve en particulier sur c'est une proie facile, on va dire, Netanyahou? C'est la méthode Trump, Daniel. La méthode Trump, c'est de secouer le cocotier, d'accord ? Ouais. C'est de secouer le cocotier, d'appliquer beaucoup de pression sur tous les belligérants, sur toutes les parties, pour avoir le deal qu'il veut. Vous savez, le fait qu'on nous parle, il faut toujours comprendre que le fait qu'on fuite ce genre d'informations du style Donald Trump a été très fâché contre Netanyahou et lui a même dit que sans lui, il serait en prison. C'est ça, la terminologie du message. C'est fait exprès. C'est pour montrer que Donald Trump applique une pression énorme sur Benjamin Netanyahou. Est-ce que c'est destiné à des oreilles arabes, justement, dans la région ? Est-ce que c'est pour montrer que Washington n'est pas constamment aligné sur les intérêts de Jérusalem, mais qu'il a à cœur, effectivement, d'accompagner les autres intérêts de ses alliés ? C'est toujours la méthode Trump. Secouer le cocotier et voir ce qui tombe. Bon, on va voir si Netanyahou va tomber, effectivement, parce que c'est important et ça nous conduit justement à la question que je voudrais vous poser sur le plan intérieur, cette fois au niveau de la politique et de la Knesset. La Knesset est en train de vivre ces derniers jours. Et les élections auront probablement lieu entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Il n'y a plus d'autres options. Finalement, au bout du compte, on voit que Benjamin Netanyahou se présente à la veille de cette campagne électorale dans une situation qui est, on va dire, relativement périlleuse. Il est critiqué pas seulement par l'opposition, mais par, on va dire, ses partenaires traditionnels de la coalition et même à l'intérieur du Likoud. Oui, c'est ça, il est en mauvaise posture, Daniel. C'est-à-dire qu'on a vu dans le sondage de la 12, par exemple, la semaine dernière, que le Likoud perd 2 mandats. Effectivement, je pense que l'électorat de Netanyahou est déçu, à la fois parce que la guerre des 40 jours, pour l'instant, n'a pas accouché d'un résultat concret, facile. Ah, un petit souci technique. Oui, on avait un petit problème. Qui est facile à montrer du doigt, si vous voulez. Les Israéliens ont énormément sacrifié pour cette guerre et pour l'instant, ils ne voient pas de résultats concrets. Le régime à Téhéran n'est pas tombé. La menace du Hezbollah est plus que jamais présente dans le nord. Donc en réalité, qu'est-ce qui est réglé aujourd'hui? Les yeux se tournent vers Benjamin Netanyahou et disent où sont les résultats? Donc il a un problème à la fois sur le plan sécuritaire. Et puis aussi, il y a évidemment le serpent de mer qui est l'enrôlement des orthodoxes, qui n'est toujours pas réglé. Les orthodoxes sont fâchés contre lui. L'électorat traditionnaliste considère que finalement tout ça n'est pas réglé et qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles recrues orthodoxes qui sont venues grossir les rangs de Tsahal. Les réservistes sont épuisés. Donc oui, on est dans un moment un petit peu de battement pour Netanyahou et c'est aussi pour ça qu'il continue de se battre pour éloigner la date électorale le plus possible. Alors maintenant, on a une fourchette. Ce sera entre le 8 septembre et le 20 octobre, Daniel. Le 8 septembre, spoiler alert, ça n'aura pas lieu parce que c'est vraiment très très proche des fêtes juives de Rosh Hashanah. Donc je pense qu'on sera soit le 15, soit si Netanyahou arrive à obtenir ce qu'il veut, le 20 octobre. Ça lui laisse encore un peu de répit, presque entre 4 et 5 mois de travail encore. Et je pense qu'il espère bien entendu obtenir un meilleur résultat. Peut-être aussi ce qu'on voit avec Donald Trump, c'est-à-dire une séquence diplomatique forte, une entrée d'un pays important de la région dans les accords d'Abraham, quelque chose qui permette aux Israéliens de se dire tous ces sacrifices n'auront pas été en vain. Alors ça c'est pour ce qui est de la dissolution du Parlement, mais avant d'être dissoute, la Knesset a voté hier en première lecture cette fameuse loi qui est en fait une loi qui faisait partie de la réforme judiciaire de Yariv Levin sur, on va dire, la séparation des prérogatives du conseiller juridique du gouvernement. Alors cette loi elle a été votée en première lecture avec 65 députés, 47 contre. C'est une loi en fait qui on va dire, qui planait sur la Knesset depuis de nombreuses années finalement. Y compris au sein de l'opposition, on reconnaît qu'il y a une problématique, et la problématique, on l'a vu même à travers l'attitude de la conseillère juridique du gouvernement dans l'affaire Robin Goffman. Il faut essayer de remédier à cette situation, n'est-ce pas? C'est-à-dire à ce
trop plein de pouvoir de la conseillère juridique du gouvernement, qui est à la fois censée être conseillère du gouvernement et à la fois générale. Personnellement, je considère que ça fait partie des réformes qui seraient bénéfiques pour Israël. Alors, je ne sais pas si ce gouvernement-là va réussir à faire passer la loi jusqu'au bout, mais effectivement, pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est, donc c'est en réalité que la conseillère juridique reste une conseillère et ne soit pas, si vous voulez, en France on appelle ça la procureure de la République, d'accord, le procureur général, celle qui décide, il ou elle d'ailleurs, décide d'inculper des membres du gouvernement, que ce soit des députés ou des ministres ou un premier ministre. C'est-à-dire vraiment recréer une situation où le ou la conseillère est en réalité dans un rôle de conseil qui soit vraiment l'avocat du gouvernement, c'est-à-dire accompagne les démarches législatives du gouvernement, que ce soit à la fois sur les textes de loi ou défendre le gouvernement face aux différentes instances, dont la Cour suprême. Donc être dans un rôle de conseil davantage que dans un rôle, si vous voulez, un petit peu menaçant, puisque quand on est procureur général, on a du pouvoir contre les élus, créer une plus grande séparation entre ces deux rôles-là, qui je pense sera tout à fait bénéfique pour le travail du gouvernement, parce que faut bien comprendre que les conseillers juridiques, ils sont importants. Quand ils accompagnent une législation, c'est très important de le faire de façon à ce que ça colle le plus près au texte de loi et que ça passe les différentes instances, dont la Cour suprême. Ce qu'il faut, c'est apaiser les relations entre le gouvernement et le ou la conseillère et créer une situation où tout le monde est en confiance et où il n'y a pas, si vous voulez, de conflit d'intérêts, où le ou la conseillère n'est pas dans une situation où elle doit constamment ménager la chèvre le chou, finalement, être dans deux rôles totalement différents, c'est une bonne chose. Encore une fois, est-ce que c'est possible de faire passer cette réforme, qui est une réforme importante, de la faire voter en 3 instances actuellement dans cette Knesset-là, où il y a de moins en moins de majorité et où les orthodoxes ne se priveront pas finalement d'exprimer leur opposition et leur mécontentement? J'ai du mal à imaginer que le texte passera, mais à ne pas douter, c'est quelque chose qui doit passer. Si ce n'est pas dans cette Knesset-là, ce sera la Knesset. Ouais, et puis il faut souligner qu'il y a dans cette loi une clause qui est importante, qui est de dire que finalement le conseiller juridique du gouvernement sera nommé par le nouveau gouvernement lorsqu'il aura pris ses fonctions et qu'il démissionnera lorsque ce gouvernement démissionnera. C'est important, ça évitera, on va dire, les conflits d'intérêts, les conflits internes entre le gouvernement et la fonction de conseiller juridique du gouvernement. Alors Myriam, on va terminer cet entretien avec, d'une certaine manière, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, puisque ce soir vous serez ici à Jérusalem, dans les locaux de Kalita, pour participer à un débat avec notre ami Dror Even-Sapir sur un sujet qui est toujours d'actualité, mais justement, je vais vous poser la question, est-ce que c'est toujours d'actualité de parler du débat entre séfarades et ashkénazes dans la réalité israélienne? J'y pense aujourd'hui parce que hier soir, je voyais Avishai Ben Chaim, le docteur Avishai Ben Chaim, qui est, on va dire, le porte-drapeau, on va dire, de ce que l'on appelle le second Israël, rejoindre les rangs des patriotimes sur la chaîne 14. Eh bien, est-ce que finalement, aujourd'hui, on parle toujours dans la société israélienne, avec ces exécutions, par exemple, de ce débat entre séfarades et ashkénazes? C'est pas un peu caduque? Non, moi je pense que c'est pas caduque du tout. Je vais vous dire. En fait, je pense que c'est pas caduque dans le sens où c'est évoqué de toute façon par plein d'agents dans le discours politique israélien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que de toute façon, ça joue un rôle important. Dans l'esprit de certaines personnes, dans le discours public, encore une fois, je parlais tout à l'heure de créer davantage de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, la clé dans la politique israélienne, c'est créer davantage de confiance entre les différentes parties. Les Israéliens n'ont jamais été autant d'accord sur les grands sujets. Aujourd'hui, il y a très peu de grandes fractures idéologiques comme on a pu connaître à d'autres époques, Daniel. Aujourd'hui, la société israélienne est presque 100% d'accord sur qu'est-ce qu'il faut faire sur le conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qu'il faut faire en économie, qu'est-ce qu'il faut faire sur l'enrôlement. La plupart des grands sujets qui nous ont beaucoup animés ces dernières années, en réalité, on est aujourd'hui beaucoup plus proche idéologiquement. Là où on est éloigné, c'est dans le ressenti, dans les fractures passées, dans les cicatrices qui ont marqué le discours, qui ressurgissent et qui font
qu'il y a une absence de confiance. Pourquoi la majorité sioniste aujourd'hui à la Knesset n'est pas capable de se réunir autour de l'enrôlement des orthodoxes alors qu'il y a une majorité politique, encore une fois, c'est parce que la droite est très suspicieuse de la gauche et inversement en disant on a chacun besoin des ultra-orthodoxes comme faiseurs de rois, comme soutien politique, plutôt qu'en fait de se réunir ensemble parce qu'on ne se fait pas confiance mutuellement. Mais les c'est à cause de ça, c'est à cause des tensions ethnico-culturelles, bien sûr. Mais les ultra-orthodoxes, justement, c'est pas le meilleur exemple, on va dire, de mise de côté de ce débat entre séfarades et ashkénazes, puisque, on va dire, dans le monde orthodoxe, il est toujours présent, ce débat. C'est peut-être la communauté dans laquelle, eh bien, il est plus présent que jamais. Bien sûr, on assiste à des discriminations évidentes qui sont présentes et on le sait et on le voit. Et même si ça concerne uniquement certaines communautés, ça concerne tous les Israéliens. Vous savez, c'est le moment de le dire parce qu'on nous a beaucoup reproché. Quoi, 2 Ashkénazes pour parler du débat séfarade ashkénaze. Alors, spoiler alert, avant mon mariage, je m'appelais Myriam Kalfon, d'accord, c'est important pour moi de le dire, et j'ai pris le nom de mon mari parce que je voulais avoir le nom de mes enfants comme la bonne maman que je suis, mais je leur ai porté avec fierté et avec dignité ce nom de Kalfon, et la famille de mon père qui est présente en Israël depuis 8 générations, d'accord, qui est arrivée au 19e siècle, qui s'est installée, qui est une famille de notables, de rabbins. Peu importe le statut social, d'accord, on peut subir des discriminations en Israël rien que du fait de son nom de famille. Oui. Ou éventuellement du teint un peu plus basané. On peut subir des discriminations, c'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes qui sont encore et toujours attachés à un nom séfarade ou mizrahi, et c'est important de le dire parce que même si ça n'a pas des conséquences directes aujourd'hui sur le statut social de vos enfants, sur la mobilité sociale éventuellement de certaines familles, qu'on peut très bien réussir aujourd'hui, peu importe le nom de famille qu'on a en Israël, il n'empêche que d'un point de vue émotionnel, on continue de percevoir ce climat d'humiliation ou que ces humiliations-là ont eu lieu pour la génération précédente. Et on n'efface pas ça d'un coup de balai en disant ça y est, c'est terminé, c'est le passé. Bon. Non, c'est pas le passé, c'est encore le présent pour beaucoup d'Israéliens. Alors on le voit, vous avez envie de vous exprimer là-dessus. Alors on va vous laisser tout de même conserver une partie de votre opinion pour ce soir, pour ceux qui viendront participer à ce débat, avec donc Dror Even Sapir qui lui aussi a une mère séfarade. Tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Et ce sera un débat animé par notre ami Michael Blum, donc dans les locaux de Qualité à 19h30 ce soir. On invite bien entendu tous nos auditeurs à venir et y participer. Merci beaucoup Myriam Shermer Kalfon d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne journée et à ce soir donc dans les locaux de Qualité. À bientôt Myriam. Merci Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes conseiller en stratégie de défense et sécurité. Avec vous, bien entendu, on voudrait avoir votre avis sur la décision de la France d'interdire purement et simplement aux compagnies israéliennes d'exposer dans le fameux salon militaire Eurosatori. Alors, je me permets juste de vous corriger. En fait, ils interdisent pas purement et simplement. Ils interdisent le pavillon israélien, ils interdisent des visites de l'État et ils interdisent aussi l'exposition d'armes offensives. Ah. Mais il y a quand même une petite trentaine de sociétés israéliennes qui vont logiquement exposer. Ah, c'est important, c'est une précision importante qui n'était pas tout à fait évidente. D'une manière ou d'une autre, comment vous expliquez cette attitude ? Est-ce que, je vais poser la question autrement, est-ce que c'est le résultat de la politique, on va dire, relativement hostile à Israël du président français ces dernières années, ou ces derniers mois en particulier, ou alors il s'agit en fait d'une affaire commerciale qui fait que la France a peur, et c'est un peu ce qu'a dit Sébastien Lecornu la semaine dernière, le Premier ministre français, c'est-à-dire que Israël n'attend pas, ne reçoit pas d'armes ou n'achète pas d'armes en France, c'est plutôt, on va dire, les Israéliens qui feraient un boycott des armes en France plutôt que la France qui ferait un boycott d'armes israéliennes. C'est-à-dire la France ne veut pas, en fait, que les Israéliens rafle tous les marchés, alors qu'elle a besoin aussi de vendre ses armes ? Alors,
Personnellement, je pense pas que c'est une question de concurrence ici. Je pense simplement que la France est devenue une province du Qatar et qu'on lui dicte un petit peu ce qu'elle doit faire au niveau de sa politique internationale et certainement avec Israël. Il faut savoir que la France achète quand même encore aujourd'hui du matériel israélien via des sociétés israéliennes qui ont des chaînes de fabrication en Europe. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même aussi dans ce secteur. Par contre, ici, c'est pas une nouveauté que la France se comporte d'une manière immonde vis-à-vis d'Israël et du pavillon national israélien qui, lui, n'aura pas l'autorisation d'être là en tant que pavillon national. Et ils le font toujours à la limite du possible, puisqu'il faut savoir que les sociétés qui s'engagent pour faire le salon d'Eurosatori s'engagent pratiquement 2 ans à l'avance, réservent, payent, s'engagent sur des transports de matériel, etc. Et que donc, de nouveau, prendre une décision à 15 jours du salon, même pas, c'est d'abord un comportement qui est inadmissible et ça dénote vraiment une attitude très hostile vis-à-vis d'Israël de la part de la France. Mais que reste-t-il de la France aujourd'hui encore? On peut gentiment se le demander. Alors justement, que peut faire Israël face à cela? En fait, si je me trompe, j'ai entendu des réactions du côté israélien en disant bon ben la France ne veut pas, mais nous irons ailleurs. Il y a d'autres salons et finalement, on va dire la réputation, on va dire des armes israéliennes, eh bien, elle s'est faite ces 2 dernières années sur le terrain et c'est on va dire, c'est un atout incomparable par rapport à d'autres sociétés du monde entier même. Écoutez, de toutes les manières, le marché israélien, en termes de défense, se porte excessivement bien. Oui. C'est pas le salon Eurosatori qui va changer la donne là-dessus. Ça, c'est une évidence. Il y a beaucoup d'autres salons, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, qui sont très intéressants pour les Israéliens et où ils sont plus que le bienvenu. Je pense que la France, se met en défaut, essaye peut-être de jouer une carte, mais ça n'arrangera rien. En tout cas, Israël reste un des acteurs majeurs sur le marché de la défense dans le monde et certainement aujourd'hui où nos solutions sont vendues dans le monde entier. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec le colonel Rafovitz. Israël est effectivement une puissance militaire mondiale aujourd'hui, mais Israël est aujourd'hui bloqué par le problème des drones au sud Liban avec ces soldats israéliens qui tombent au combat. Finalement, ce sont des petites armes comme ces drones offensifs qui posent de véritables difficultés. Comment vous expliquez-vous que l'État d'Israël ne se soit pas doté de moyens de faire face à ce genre de menaces? Écoutez, je peux vous dire qu'il y a des sociétés qui travaillent très dur aujourd'hui sur des solutions pour contrer ces menaces. Et elles sont pratiquement déjà au point. Maintenant, encore une fois, il faut fabriquer, il faut distribuer. Tout ça prend malheureusement un petit peu de temps. Israël reste malgré tout proactif sur le marché. C'est une menace évidemment à laquelle on n'a peut-être pas assez pensé ou pas assez réfléchi parce qu'elle est en fait très simple, peut-être trop simple pour nous. Mais c'est quelque chose sur lequel beaucoup de sociétés travaillent, notamment une société à Kfar Saba qui s'appelle Parad Zero, qui va proposer des solutions et qui propose déjà des solutions pour contrer ce type de menaces. Vous parlez de solutions qui vont au-delà, on va dire, des filets de pêche dont on a parlé ces dernières semaines? Voilà. Bon, on l'a bien compris. Eh bien, merci beaucoup Shimon Berlholtz d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir informé donc justement de cette nuance concernant la participation de sociétés israéliennes qui ne commercialiseraient pas des armes offensives donc au salon Eurosatori. C'était important de le savoir de votre bouche. Merci beaucoup d'avoir réagi ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup.